Eh bien, bonsoir à tous. Nous, on va vous parler de quelque chose qu'on a mis en place d'abord dans les équipes mobiles chez Bedrock. Donc, c'est un workflow qu'on a mis en place sur tout notre workflow de développement avec l'IA. On ne va pas vous parler de comment utiliser le plan mode, mais plutôt de nos problématiques, ce qu'on a rencontré, comment on les a solutionnées. Et on va en profiter aussi pour parler de l'amélioration du skill qui a été créé autour de ça. Qui on est tout d'abord? Moi, je suis Sébastien Drode, je suis team lead chez Bedrock dans les équipes Core iOS et plateforme iOS. Et globalement, j'utilise la Codex App avec GPT 5.4 en ce moment. Et bonsoir, moi c'est Stéphane Negoué, développeur iOS aussi chez Bedrock. Mon app de prédilection, mon agence, c'est Claude Code, exclusivement via la CLI. Et pour avoir un peu plus de contexte, globalement, on a une équipe d'une vingtaine de développeurs iOS. Ça donne un peu le contexte pour comprendre comment on en est arrivé là et sur le retour d'expérience, pourquoi on a fait les choix qu'on a fait. Donc voilà, on a 3 équipes iOS différentes. Donc les 20 développeurs sont répartis dans ces 3 équipes, 4 équipes maintenant. Globalement, on va parler de la partie plan mode tout d'abord. Le principe, il existait déjà dans notre code base, c'est-à-dire que le premier agents.md qu'on a ajouté à notre code base, on avait une phrase qui disait grosso modo si tu as la moindre tâche à faire qui nécessite plusieurs étapes ou que tu considères comme complexe, active le plan mode dès le début. Donc ça, c'était un peu le constat de départ. On avait ça dans notre code base. En fait, on s'est rendu compte assez rapidement que ce n'était pas suffisant. On a rencontré plusieurs problématiques. Déjà, on a accès pour l'instant, et tant mieux, à tous les harness qu'on veut globalement. Donc, chaque dev utilise un harness différent, a donc un plan de mode un peu différent, des formats de sortie différents. Chacun aussi a sa surcouche de skill, soit qu'il a téléchargé, soit qu'il a créé pour répondre à ses besoins sur la partie planification. Et globalement, on s'est retrouvé dans une phase où on a quand même eu une accélération, une augmentation du nombre de pull requests qui a été créé. Et donc, on s'est retrouvé un peu sous l'eau à devoir valider un grand nombre de pull requests et avec beaucoup de retours à faire sur des solutions proposées qui n'étaient pas adéquates. Donc, on a essayé de se poser et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de catcher les choses un peu plus tôt et limiter cette review. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à se poser les questions de qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme workflow pour répondre à ces problématiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de déplacer la question d'un niveau. Donc, en gros, ce qui nous posait problème, c'était en grande partie la review de code. Beaucoup de temps à passer, souvent des PR assez grosses. Donc, on a essayé de remonter d'un niveau et de se dire, OK, si on n'essayait pas de faire de la review sur le plan, mais à plusieurs devs, plutôt que laisser un dev planifier avec son IA, faire une proposition de code et qu'on review ça. On s'est dit que ça serait sûrement plus simple, avoir une overview, des schémas à valider, de voir ça d'un peu plus loin et d'un peu plus haut. Et du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est donc se poser, définir ce que serait le plan qu'on voudrait, définir un format de plan qui soit unique, qu'on retrouve chez tous les plans de tout le monde. Et on s'est retrouvé avec une problématique assez drôle, c'est que les premières itérations, on avait vraiment des plans qui sortaient avec le même skill, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, même si on demandait à l'agent de suivre un plan établi, de suivre certains titres. On s'est retrouvé avec quelques... Globalement, on a fait ces tests sur un projet pilote. Et donc, on s'est posé la question de comment on essayait de faire en sorte que notre skill réponde réellement à ce qu'on voulait et qu'on ait des moyens de valider ça. Et c'est Stéphane qui a principalement travaillé là-dessus. Il va vous expliquer un peu toutes les étapes par lesquelles il est passé. Donc, comme l'a dit Sébastien, tout le monde est à peu près d'accord. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que tous les grands fournisseurs d'agents, que ce soit OpenAI, Google, Anthropic, ils ont dans leur documentation des articles qui expliquent comment planifier avec des bonnes pratiques, avec des exemples de plans à utiliser. Donc, on savait qu'on allait dans la bonne direction. Le point d'intérêt, c'était vraiment de quelle manière on voulait le faire chez Bedrock, nous, dans notre équipe.
Et ça se découpait en 4 questions. Donc, comment on voulait, sur quelle base de travail on voulait itérer, quel document, quelle forme ça allait prendre. Comment le figer, enfin, quand le figer, quelle sorte de cérémonie on voulait avoir autour de ce document. Et puis, comment le faire vivre, c'est-à-dire pendant la phase de création de plan, mais aussi pendant les phases qui vont suivre, d'implémentation par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce document. Et dernière question cruciale, comment est-ce qu'on prouve que ça fonctionne vraiment? Donc, pendant mon voyage, pendant mon périple, je suis passé par 3 étapes. La première, c'était de m'inspirer de ce qui existait déjà chez les autres, de faire un petit benchmark. Il y avait le mode de planification de curseur que je trouvais qui était plutôt sympa et plutôt bien fini, mais très borné à curseur et limité. Pareil pour Claude Code, le mode de planification que je trouve très bien fait aussi, mais avec des points pareils, des petits points de limite, on va y revenir. Ensuite, à ce moment-là, il commençait à y avoir des articles qui sortaient sur les boucles d'amélioration automatique. Donc c'est Andrzej Karpathy qui a, avec son outil, jeté un gros pavé dans la mare pour dire voilà, les agents sont capables de faire ça tout seuls pour le machine learning. Et il commençait à y avoir des petits articles qui commençaient à parler de comment on peut essayer de détourner ce truc-là. Donc ça a donné lieu à un petit prototype en interne sur lequel j'ai travaillé. L'idée, c'était de faire une mise en application de ce principe. Et en dernier lieu, après quelques discussions avec des collègues, on a décidé de basculer vers un outil qui était proposé par Anthropic, qui est le Skill Creator. Donc, petit focus sur Auto-Research. Donc, à main levée, combien ont déjà entendu parler de Auto-Research? Ouais, donc pas grand monde. On va faire un petit rappel des définitions. Comment ça marche? En fait, Andrzej Karpathy, il a exposé un programme, donc open source, sur GitHub, qui explique qu'en 3 piliers, on peut permettre à des agents d'améliorer des bouts de code automatiquement. Lui, son but, c'était de dire, OK, avec 1-2 expériences, c'est pas assez représentatif, il nous faut beaucoup plus d'itérations que ça. Donc, son objectif, c'est de faire tourner des agents pendant la nuit, donc avec des centaines d'itérations, et de permettre à un agent de modifier une partie de son programme, de mesurer si la modification a eu un impact et de recommencer. Donc, dans la partie prépare de son programme, c'est le code d'évaluation. Cette partie-là, elle est immutable et l'agent ne va pas y toucher, il ne pourra pas y toucher. Train.py, c'est la partie où c'est le code que l'agent veut améliorer, peut modifier, il a les droits d'écriture pour le faire. Et programme, c'est l'interface avec l'humain. C'est là où on va pouvoir dire qu'est-ce que j'aimerais faire avec mon instruction, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir valider ensuite en sortie. Et ce sont ces 3 principes-là qui ont été repris par plusieurs articles de blog. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que je suis tombé sur une vidéo de Nick Saraev qui expliquait concrètement comment le détourner. Donc, lui, il dit, on ne fait pas du machine learning, on va essayer de l'appliquer à un set d'instructions, donc n'importe lequel. Ça peut être un prompt, mais comme ça peut être un skill, sachant que les skills sont juste au final des sets d'instructions. On va placer donc, le cœur de notre skill à la place de train.py et on va itérer dessus. On va demander à notre agent de modifier des bouts de ce skill, de mesurer, de voir si ça a un impact. Et dans la partie programme, on va définir un set de critères de validation qui sont binaires pour dire « je considère que cette partie du skill est bonne si elle répond à telle question ». Donc, ça permet d'avoir une méthode qui est chiffrée, objectivée. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Petit focus sur Skill Creator. Donc, pendant que je faisais mes petits tests avec mon petit outil maison, tranquille-bord dans mon coin, au détour d'une daily, j'en ai parlé avec mes collègues et on a Olivier ici présent qui m'a dit « Mais tu sais, Anthropic, ils ont fait ça aussi, ils ont mis à jour Skill Creator, pourquoi tu n'utilises pas ça ?» Donc, j'ai fait mes recherches. Effectivement, en fait, Anthropic a mis à jour son skill de création de skills, justement, pour implémenter nativement cette boucle d'auto-amélioration que proposait Karpathy. Donc, on a fait la bascule par pragmatisme, pas parce qu'on n'avait pas la conviction que notre outil ne marchait pas, il faisait le job. Il avait aussi un beau dashboard fait en Go avec des beaux graphiques et tout. Mais on n'avait pas envie de maintenir un deuxième outil qui faisait quasiment la même chose et qui répondait bien à la problématique.
Donc, pour la démo, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé mon agent préféré sur une instruction. Je lui ai demandé de me faire un skill qui permet de faire un diagramme mermaid. Et je lui ai dit explicitement d'utiliser skill creator. Je l'ai laissé tourner, donc ça a pris, je ne sais pas, 4-5 minutes. Et en sortie, voilà ce qu'il propose. Donc ça, c'est ce qui est fourni dans le skill anthropique. On a un dashboard de contrôle dans lequel on peut regarder. Donc là, on voit qu'il a fait 3 runs. Et pour chaque run, il compare avec et sans le skill. Donc il est capable de dire, premier run, avec le skill, j'ai 30% de réussite sur la liste des critères de validation qui ont été établis. Et sans le skill, voilà, donc on voit que j'ai à peu près 24% avec un taux de variabilité de 8%, alors qu'avec, j'atteins les 100%. Et si on scrolle un peu plus bas, on voit la liste des critères qui ont été suggérés par Claude Code. Donc en fait, c'est pour gagner du temps que j'ai fait ça, on pourrait très bien les écrire nous-mêmes. Et on voit, ce qui est intéressant ici, c'est de comparer avec le skill où on lui spécifie, utilise spécifiquement l'instruction flowchart.td pour notre diagramme mermaid, il y arrive tout seul sans. Donc cette partie-là du skill est inutile, on sait qu'on peut l'enlever en fait. N'importe quelle agence sait faire un diagramme mermaid, Par contre, toutes les autres instructions spécifiques dont on a besoin à nous, ça, il n'y arrive pas. Donc on a un moyen de mesurer spécifiquement l'efficacité des instructions qu'on lui donne. Donc voilà. C'est ce que je résume ici. Donc on a des itérations qui sont mesurables. On peut découpler l'envie de planifier, on mesure que ça fonctionne. Et puis, ça permet d'avoir des chiffres plus que des opinions. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Une fois que j'ai fait la bascule sur Skill Creator, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut en tant qu'équipe pour travailler. Donc, ça a donné lieu à 2 skills qui sont séparés. On a un premier skill qui s'appelle Create Plan, qui lui a pour mission de faire des recherches, regarder dans le code, d'ouvrir des branches pour exécuter un certain guide flow, et ensuite de faire la rédaction du plan à proprement parler. Et surtout, il ne code pas, il s'arrête. Ensuite, on a une étape de validation humaine. Sébastien vous en parlera un peu plus après. Et en dernier, on a un autre skill qui est actionnable plus tard dans le temps par les développeurs, où il va suivre ce plan, le consulter et lancer des phases successives d'implémentation en profitant de ce badge pour paralléliser certaines tâches, etc. Puis je réinsiste sur l'étape 2. C'est vraiment, il faut le voir comme une gate. En fait, c'est là où on intervient. On a une PR d'ouverte, vous le verrez après, mais on a une PR d'ouverte. Et là, les devs qui connaissent le sujet, qui veulent interagir sur le sujet, ils vont review le plan. Et on va itérer en fait, et améliorer le plan avec les connaissances de chacun pour faire en sorte d'être certain de la solution qu'on veut appliquer, un peu comme on fonctionne avec une équipe de dev en temps normal. Donc, visuellement, à quoi ça ressemble notre workflow? Donc, on voit qu'à l'étape 1, enfin l'étape 0 plutôt, où on lance la création du plan, l'agent il va créer automatiquement 2 branches. On a une première base branche qui sert de structure, de base plus tard pour l'implémentation. Et tout de suite, à partir de cette branche, on va créer une branche de planification. À partir de là, on peut discuter avec notre agent, faire un commit de la première version du plan. Ensuite, il va y avoir des étapes où, dans notre équipe, on discute de ce qui s'est passé, la review qui peut lancer. Et à partir d'ici, on a des boucles qui peuvent s'installer sur ça ne va pas, ou le plan pour autre chose, ou pas assez, ou pas comme on voudrait. On itère quand c'est pas fini. Une fois que c'est validé, on merge notre plan sur notre base branch qui devient le point de départ pour l'implémentation. Et à partir de là, n'importe quel dev ou agent peut commencer l'implémentation. Donc on suggère d'utiliser Execute Plan, notre workflow, pour démarrer le cycle d'implémentation, pour terminer classiquement après sur ce que vous connaissez tous, sur l'UPR, la review classique. Et globalement, les 2 points orange que vous voyez là, c'est vraiment les validations de PR. On a 2 PR qui vont être créées, une pour la partie plan, une pour la partie code. On va se focaliser beaucoup sur cette partie-là. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de catcher un maximum de choses à ce niveau-là. Et on va faire des boucles, on va itérer, comme le disait Stéphane. Il faut savoir aussi sur le Create Plan, et on n'en a pas forcément parlé, c'est que le Create Plan, c'est pas quelque chose qui se fait en one-shot. Le skill de Create Plan et même le Execute Plan,
il n'y aura pas d'assumption prise par l'IA. S'il y a la moindre question ou le moindre doute, en fait, il va y avoir des boucles de feedback avec le développeur pour construire le plan initial d'un coup. Et donc ça, on va le retrouver aussi sur l'exécution du plan, où on va avoir un plan qui va être une exécution de plan qui va être découpée en plusieurs phases, en s'arrêtant, prenant des points d'arrêt et en disant au développeur, maintenant, on est sur une première phase, on valide. Est-ce que c'est OK, pas OK? Est-ce que tu as des retours à faire? Est-ce qu'on retravaille un peu la donne ou pas? Qu'est-ce que je peux... S'il y a 2 points importants quand même que je peux ajouter pour terminer sur cette slide, c'est que le premier, c'est qu'on a quand même cette conviction assez forte que Dev AI, l'AI va augmenter le travail du dev, va décupler ses capacités. Donc on reste, comme je disais, dans nos portes de contrôle, on reste en maîtrise du fonctionnel. C'est pour ça qu'on peut s'aligner sur comment ça marche avant, pour qu'en fin de course, une fois qu'on a fait X étapes de cycle de boucle d'itération, quand on arrive à l'étape de review, ce n'est qu'une simple étape de vérification de tout ce qui a fonctionné. Donc la review en fin de course, c'est beaucoup plus rapide et demande moins d'efforts quand on est juste sur de la vérification. On sait déjà ce que c'est censé faire, on a juste à vérifier que c'est bien ce que vous pouvez montrer. Et donc pour ceux qui auraient vu la vidéo de Dex Ortiz sur Crispy, son évolution sur RPI, le principe de Research, Plan et Implement. En gros, c'est un peu ce qu'on essaye de reproduire. Alors, on l'a fait un peu intuitivement avant qu'il présente sa vidéo, mais c'est ce qu'on essaie de reproduire avec ces boucles sur l'exécution du plan, ou, pardon, pas sur l'exécution, sur la planification, où justement, s'il y a le moindre doute ou il manque des informations, le skill de lui-même, on va avoir l'agent qui va se poser, qui va poser les questions au dev. Si le dev n'a pas les réponses, il va pouvoir lancer un autre agent pour faire les recherches nécessaires pour pouvoir répondre à la question. Donc, le but, c'était vraiment d'être capable de catcher un maximum de choses et de produire ensuite un plan qui est quand même, on va le voir après, assez complet, mais qui est quand même plus facile à review que parcourir je ne sais combien de fichiers pour comprendre ce qui se passe et suivre les flots de données. Petit point amusant maintenant a posteriori dont on peut parler, c'est que plan first, ça ne veut pas dire exactement plan mode. Plan first, c'est l'intention. On sait qu'on veut planifier avant de se lancer dans du dev, dans de l'implémentation. Mais le plan mode, c'est justement une implémentation d'un plan first. Et si je prends l'exemple du plan mode de Claude Code que je connais bien, un des premiers blocages que j'ai rencontrés, c'est qu'on perdait la maîtrise du flow et des sorties. Donc typiquement, je voulais intégrer un guide flow avec des créations de branches. Le plan mode ne le permettait pas. En fait, ça lève une exception de permission où le dev doit dire je dois faire ci ou ça. On n'a pas quelque chose de vraiment automatique cadré. On a des possibilités de modifier le workflow et d'avoir une sortie qui est variable, et ça ne m'allait pas. Et la deuxième raison, c'est que j'ai remarqué que l'agent a tendance à se perdre. À partir du moment où on part d'un skill, donc il y a un set d'instructions, et qu'on lance un agent dessus, si à un moment donné, on switch de mode, donc là, dans l'exemple, c'était Claude Code, si on passe sur le mode de planification, après, c'est quasi impossible de le récupérer pour le réintégrer sur le workflow de départ. En fait, on peut considérer qu'on l'a perdu. À la fin du workflow, Claude va le proposer de lancer l'implémentation tout de suite et c'est grillé, quoi. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, argument de plus pour avoir un workflow complètement custom de planification. On n'utilise pas le plan de mode du harness. Donc, à quoi ça ressemble chez nous? Voilà, une instruction. On a une ligne qui dit noir sur blanc. N'utilise pas le plan mode, sous aucun prétexte. Par exemple, tu ne peux pas faire de branche ou run des commandes custom. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un projet pilote en fait, qui nous a permis d'itérer avec justement les premiers retours qu'on a eus qui ont amené Stéphane à se poser la question de comment évaluer le skill qui avait été créé et de s'assurer qu'on avait des résultats cohérents sur chaque output qu'on avait. Ce projet, en fait, il faut savoir, je vais vous donner un peu plus de contexte dessus. C'est une feature assez critique chez nous qui a été créée il y a un bon moment. On ne peut pas se permettre de régression dessus. Elle est assez utilisée et elle est assez complexe. Et à chaque développeur qui passe sur cette feature, c'est plusieurs semaines pour comprendre tout le système, comprendre comment ça fonctionne et essayer soit de corriger, soit de rajouter des choses dedans.
Et ça fait un moment dans l'équipe qu'on se dit il faut qu'on s'arrête là-dessus, il faut qu'on prenne un peu de recul, qu'on retravaille cette fonctionnalité pour justement essayer d'onboarder les gens beaucoup plus facilement dessus. On ne peut pas continuer comme ça. Et en fait, on n'a jamais pris le sujet parce que pas de temps, parce que trop casse-gueule. Et on ne s'est jamais posé, on voulait le faire, on n'a jamais pris le temps de le faire. En fait, la mise en place de ce workflow, ça a apporté un peu à tout le monde un peu plus de sécurité sur le sujet. Parce qu'on a pu, tous les développeurs de l'équipe, sortir un peu toute la connaissance qu'on avait de cette fonctionnalité, mettre tout ça à plat dans un document qui a servi, c'est ce qui a servi de base en fait au plan initial avant l'exécution. Donc ça nous a permis vraiment, on a fait beaucoup d'itérations sur ce plan, mais globalement assez rapidement, on a pu avoir un plan qui nous paraissait cohérent, qui correspondait à ce qu'on voulait faire et à ce qu'on visait. Et on a pu exécuter ça. En tout cas, Olivier a pu exécuter ça. Je vais insister sur un point, on parle beaucoup d'accélération de développeurs, c'est vrai. Par contre, ça a quand même nécessité un gros travail de la part d'Olivier sur la création du plan et aussi sur l'exécution. Il y a eu pas mal d'erreurs, pas mal de choses à corriger, d'allers-retours à faire pour gérer des petites choses qui étaient de manière micro, invisibles, qu'on ne voyait pas forcément. Mais globalement, on a pu travailler là-dessus. Elle n'est pas encore en prod, mais maintenant, il y a tout qui est prêt pour qu'on puisse faire de l'A/B testing dessus et nous assurer que tout fonctionne correctement. Tous les tests qu'on a fait aujourd'hui sont plutôt verts à notre niveau là-dessus. Donc, c'est une première étape. On va continuer on a changé une partie de la machine, on va continuer à faire le reste. Mais voilà, ça nous a apporté un bon filet de sécurité pour avancer sur ce sujet qui nous faisait mal depuis un moment. Là, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est une partie du plan. Alors, il n'est pas complet. Le plan, il est vraiment beaucoup plus long. Mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que le travail qu'a fait Stéphane là-dessus, c'est de nous garantir déjà un certain nombre de sections qu'on n'avait pas sur les premières itérations qu'on avait faites. Les premières itérations qu'on avait faites, on avait beau dire on veut telle section, telle section, un diagramme ici qui reprend l'existant, etc. En lançant le skill, on avait 2 fois d'affilée avec le même contexte, on n'avait pas forcément les mêmes résultats. Donc le fait d'avoir fait ce travail de qualification du skill et d'amélioration du skill, on arrive maintenant à faire tourner ce skill et à avoir des plans qui ont vraiment une approche qui est vraiment assez, toujours uniforme. Globalement, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir le but de ce qu'on est en train d'essayer de faire, ce qu'on vise, ce qu'on essaye d'atteindre, ce qu'on ne veut pas atteindre aussi. Donc tout ça, ça a été créé avec les échanges qui ont été faits avec Olivier initialement. On a un certain nombre de phases qui, lors du execute plan, vont être priorisées et les dépendances vont être créées entre chacune des phases. Et en fait, la partie qui a été, c'est une remontée qui a été faite en cours de route par Olivier, c'est le decision log. En fait, Olivier s'est rendu compte que ça serait intéressant qu'on ait un moyen de pouvoir regarder en fait, les décisions qu'on a choisies à l'exécution du skill, mais aussi sur la review du plan. En fait, dans le decision log, on va retrouver tout ce qui a été décidé, toutes les décisions qu'on a pu prendre vraiment à l'exécution du skill, et donc aussi à la review, ce qui permet à n'importe quel développeur qui arriverait sur la review du plan de dire ah bah ça c'est bizarre, la proposition d'architecture qui arrive en dessous, c'est quand même bizarre ce choix, je ne comprends pas, et de pouvoir se référer au decision log pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Pour compléter, je pourrais dire que pendant la phase d'implémentation, quand on utilise execute plan, ça va aussi alimenter le decision log. À chaque fois que l'agent va poser une question au développeur pour lui dire tel ou tel choix d'implémentation, est-ce que tu es sûr qu'on va utiliser tel lib ou pas, la réponse du développeur est qualifiée comme une décision pour le plan. Et qu'est-ce que je voulais dire en plus? Oui, en fait, c'est un peu comparable à ce qu'on a aujourd'hui dans les pull requests avec le template de pull request. En fait, le skill, il a un set d'instructions qui est quand même assez travaillé, mais on s'appuie sur un template vide qui a les bonnes sections et pré-rempli avec des instructions ou des exemples. Comme ça, l'agent a un document de référence, on lui apprend comment s'en servir, ce qui permet d'améliorer grandement l'output du plan. Je crois que ça pourrait tout là-dessus. Globalement, c'est une V1. On est sur les premiers tests. On a dû l'exécuter à moins de 10 fois pour l'instant. Les premiers résultats sont bons, mais on est conscient que on n'est pas là en train de dire ouais, c'est la nouvelle façon de faire. C'est pas du tout. Ça correspond à nos besoins,
Ça a été fait pour justement la manière dont on fonctionnait déjà en tant que dev ensemble. Et ça suit ça. Ça nous a permis d'intégrer l'IA plus facilement dans nos workflows, d'essayer aussi de remonter d'un niveau sur le développement de notre feature et que l'exécution du code, enfin, en tout cas la mise en place du code, soit plus le goulot d'étranglement qu'on avait. Ça nous permet de nous aligner à plus haut niveau en tant qu'équipe et de nous dire, OK, maintenant, on n'a plus qu'à vérifier le code, on n'a plus qu'à regarder si ça a bien suivi le plan, si tout est OK, si on n'a pas de red flag ou autre. En tout cas, sur l'archi, la manière dont on construit les choses, on est d'accord et on avance là-dessus. Et d'ailleurs, ici, on a déjà des pistes pour améliorer. On s'est rendu compte que quand on fait un plan, on ne veut pas avoir d'exemple d'implémentation. Par contre, ça nous intéresse d'avoir des propositions d'interface avec des petits commentaires. Pareil, le decision log, on pourrait très bien se dire, on s'est rendu compte d'un certain nombre de problèmes, ou peut-être des zones de flou. Ça nous laisse une opportunité de faire des tickets ou de créer de la documentation. Aujourd'hui, on commit ce document avec la codebase. On ne sait pas si on veut le supprimer demain, comment est-ce qu'on le transforme. Tout ça, ce sont des sujets qui sont ouverts à discussion chez nous. On n'a pas encore tranché vraiment là-dessus. Du coup, si on se pose la question de ce que ça a changé pour nous, je ne vais pas vous dire qu'on a un outil super cool. En tout cas, ça permet d'aligner les devs sur un plan unique. On ne va pas retrouver un plan formaté de telle manière, un plan formaté de telle manière sur des PA différentes. Ça nous permet aussi de remonter les plans d'un niveau, parce que généralement, ce qu'on se rendait compte, c'est un développeur, il se lançait sur une tâche avec l'IA, il utilisait son plan mode en local, il validait tout seul. Et il n'a peut-être pas la connaissance complète du système, de certains aspects ou de certaines manières d'approcher les choses. Donc, ça nous permet aussi de remonter d'un niveau, discuter ensemble en tant qu'équipe sur la bonne manière de le faire, de valider ça et de lancer l'agent dessus. Ça nous permet aussi de nous assurer d'une certaine cohérence dans ce qui est présenté et dans le code qui va être produit. Et c'est vrai que ça reste non déterministe. Donc en fait, on le sait, on est conscient de ça. On est quand même conscient de ça, on fait quand même attention, d'où le fait qu'on valide le code. Moi, je ne suis pas partisan du je ship sans regarder, c'est un avis personnel. Je n'y crois pas du tout pour l'instant. En revanche, là où l'IA elle m'apporte, et elle apporte aussi sur ce workflow, c'est la capacité à crawler une code base énorme et à ressortir les informations intéressantes autour d'une feature ou d'une fonctionnalité qu'on est en train d'étudier ou de vouloir améliorer. Voilà, quelques sources qui nous ont aidés. Alors moi, pendant mes phases d'expérimentation, de recherche, j'ai mentionné OpenSpec. Alors je n'ai pas beaucoup parlé, mais je sais que c'est un candidat qui aurait pu être pas mal. Ils ont une approche qui est relativement différente de SpecKit que propose GitHub. Donc SpecKit, juste pour une petite définition rapide, c'est du spec-driven development avec en point d'entrée une grosse phase de définition du besoin et de règles et de documentation et de ce qu'on veut. Donc ça part du principe qu'on démarre tous nos devs avec et qu'on se développe avec. OpenSpec, ils ont une autre approche où eux, ils vont plutôt dire on est brownfield first. Ça veut dire qu'on va documenter au fur et à mesure qu'on découvre la codebase. Donc on peut arriver dans une codebase déjà établie et on va commencer à faire des choses avec. Donc je me dis, ça peut peut-être plus coller. Je n'ai pas joué avec par un manque de temps, mais je me dis très bien qu'il y a des solutions qui vont sans doute émerger. Et ça va permettre peut-être d'itérer plus efficacement plus tard. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions. J'avais une petite question rapide sur le decision log. Est-ce que c'est les décisions humaines, les décisions de l'agent ou les deux? C'est que humaine. D'accord. En fait, c'est vraiment les interactions ou les temps de pause parce qu'il manque un détail pour l'agent quand il est en train de planifier, qui va poser à l'humain. Et c'est ces réponses-là qui sont là. Et aussi les reviews de la pull request qui sont intégrées. Et comme disait Stéphane, même sur l'exécution du plan, s'il y a des décisions à reprendre, elles sont aussi actées dans ce decision log. Parce que c'est intéressant de surfacer les décisions prises par l'agent parmi le champ des possibles aussi. C'est quand même suggéré par l'agent. C'est le dev qui dit ça me va pas.
Mais le dev voit pas forcément ce que l'agent a pris comme décision implicite en fait. Oui, c'est vrai. Ça reste un point. Il y avait une deuxième question par là. Aussi. Merci. Super Prez. Deux questions. La première, c'est sur la reproductibilité. Les modèles, ils changent tout le temps. Des fois, on sait le même nom, mais pas du tout les mêmes résultats. Là, votre skill, vous avez travaillé justement cet aspect-là. Est-ce que vous avez un système de test automatique qui va justement appliquer auto-research systématiquement, régulièrement, pour vérifier que l'output de la skill soit toujours optimal? Alors non, mais c'est une très bonne idée. En fait, ça fait qu'on pourrait le faire facilement. Du coup. Vu qu'on a déjà l'outil pour mesurer, s'il y a une mise à jour de modèle, on peut lui dire refais une passe dessus et sors-moi les chiffres. Est-ce que c'est toujours aussi efficace qu'avant ou pas? Ok. Par rapport à ça aussi, là, vous avez surtout testé sur Claude, mais sur Codex, c'est même taf? Ouais. Et deuxième question, c'est plutôt sur la conso de token. Entre la skill, le plan, decision log, la conso, elle est correcte ou vous faites pas attention à ce que vous dépensez? Ça ne vous aide pas du tout. Donc, ouais, même en cadrant sur certains modules et tout, on est sur des grosses consos de token, on atteint les 200 000 super facilement. Quoi. Ok. Ouais, vraiment... Juste avec l'exécution de la skill plan? Comment? Juste avec l'exécution du plan, vous êtes à 200K? Suivant la fonctionnalité que tu es en train de travailler ou autre, oui. Alors là, dans l'exemple, on était sur un gros refacto, mais je pense que sur un plus... Ça dépend, quoi. C'est sur un plus ça petit dépend module. Vraiment ce que tu vises. Ouais. Mais là, on était sur quelque chose d'assez gros, beaucoup de code autour de cette fonctionnalité. Donc très clairement, vaut mieux lancer des sub-agents pour crawler différentes parties, resurfacer l'important. Mais aujourd'hui, on pète nos quotas, mais on est en free refuse aujourd'hui. On réfléchira à optimiser quand il faudra optimiser. On expérimente pour l'instant. C'est également le test effectif ou quoi, et ça consomme énormément. Une autre question, on prendra celle-ci. La tienne après. Merci beaucoup pour la presse, c'était super intéressant. Il y a eu pas mal de boulot d'exploration. Moi, j'ai une question surtout sur la partie là où vous conservez les différents choix utilisateurs, donc on les voit apparaître dans le plan. Est-ce que vous avez envisagé d'aller un petit peu plus loin que ça et de tracer cette intention pour en déduire un peu une explorabilité du code? Donc on a souvent dans l'ancien monde des ADR qui sont très statiques, et aujourd'hui on a des outils un peu plus récents comme Entire qui permettent de tracer en plus du code résultat, qui est presque jetable aujourd'hui vu qu'on le génère, l'intention et le chemin qui a été parcouru. Est-ce que vous avez exploré un peu cette piste-là? Pas du tout, mais c'est des bonnes idées. Ouais. Bah, merci. Boulot. Dernière question avant qu'on passe au prochain talk. Bah, merci également pour la présentation. Ouais, merci également pour la présentation. Et moi, la question que j'avais, elle portait sur les pull requests. Donc, il y a une première PR sur le plan. Et ensuite, on attaque les devs classiquement. Est-ce que si pendant les devs, il y a des nouvelles informations qui arrivent, comme ça peut arriver sur du développement classique, est-ce que le plan il est immuable? Est-ce qu'on peut être amené à revoir ce plan en cours de développement? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on ne le voit pas sur le flow, mais très clairement, si on en arrive à un moment où on est en train de challenger les décisions initiales, où on a vraiment des gros changements, des gros impacts, on n'est pas sur de la micro-implémentation. En fait, il faut qu'on peut re-rentrer dans ce format-là, réutiliser le create plan pour updater le plan actuel et entériner les nouveaux changements, choisir les nouveaux changements. Ou, suivant les cas, si vraiment on est sur un changement extrême, faire partir sur un nouveau plan, une nouvelle implémentation. C'est plutôt ce que j'allais dire. En fait, c'est peut-être un signal que on est hors scope, ou qu'il faut faire une autre PR, ou terminer en tout cas ce premier plan-là, documenter là où on en est, pour dire il y a peut-être un autre travail, une autre phase de recherche à faire pour démarrer un nouveau. Ok, merci. Merci encore.